pas toujours aussi simple que ça. Donc, on va commencer cet après-midi pour célébrer les 30 ans de Géosciences avec une présentation de Jean-Jacques. Tout le monde connaît Jean-Jacques Kermarek, qui est notre, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est notre ingénieur d'études pour la bonne modélisation. Alors, Jean-Jacques est là depuis avant Géosciences quand même, hein, parce que je vois 30 ans, mais je crois. Ouais, je vais vous en parler. Voilà. C'est la mémoire de la maison, et puis effectivement Jean-Jacques est là encore en 2023, il sera probablement plus là à partir de 2024, donc c'est aussi l'opportunité à travers l'histoire du labo de modélisation analogique, voir un petit peu les trajectoires de Géosciences Rennes. Donc là on est content que nous présente tout ça. Ok. Eh ben, merci. Et donc, en fait, le titre a été choisi par Pierre Gauthier, donc le laboratoire de modélisation analogique de Géosciences Rennes, des origines à aujourd'hui. Alors, les origines, je vais avoir du mal à vous en parler parce que j'étais pas là. Je pense que le labo, en fait, il a été créé en 1975 avec l'arrivée de Pete Cobold. Sans doute Denis Gappet était là aussi dans ces années-là, 75-76. Je me rappelle quand je suis arrivé au labo de voir une machine qui permettait de faire du cisaillement sur des blocs de plasticine. C'était une machine qui prenait toute la table, enfin voilà, quelque chose d'assez gigantesque. Donc cette machine-là, on l'a fait fonctionner en 86 pour ce qu'on appelait un DEA à l'époque, pour Jean-Luc Cloirec, pour ne pas le citer. Et ensuite, on l'a ressorti en 2010. C'est pour vous montrer que les machines, en fait, elles passent au garage pendant un moment, mais elles peuvent revenir dans le labo. On l'a ressorti en 2010 pour des manips avec Jacqueline Reber. C'est bien ça. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce laboratoire? Alors, il y a des gens qui ont dit qu'ils ne me connaissaient pas, donc peut-être qu'ils ne connaissent pas le labo. Donc, ce qu'on fait dans ce laboratoire, historiquement, on fait de la tectonique. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire des petits modèles réduits, des maquettes, dans lesquelles on va mettre des couches de sable, de silicone, de miel, des matériaux analogues qui sont censés représenter les différentes couches de l'écorce terrestre. Ces matériaux, on va venir les déformer et on va regarder ce qui se passe à l'intérieur des modèles. Donc, rapidement, vous avez ici une manip en compression. Donc, le piston a raccourci le modèle. Ici, vous avez une manip en extension, on a la création d'un bassin. Ici, vous avez une manip qui fonctionne simplement par gravité. Le sable s'est écoulé sur le bord du volcan. Et ici, vous avez une machine un petit peu plus complexe puisqu'elle permettait de faire et du cisaillement, et de la compression, ou de l'extension. Donc ça, c'est ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on sait faire dans le laboratoire depuis de nombreuses années. Ensuite, le laboratoire a pris une orientation un petit peu différente. On a commencé à s'intéresser aux problèmes d'érosion. Et donc, pour diriger, enfin un petit fil guide pour ma présentation, c'est qu'un des enjeux du laboratoire, ça a toujours été de quantifier en fait les expériences, enfin la topographie des modèles. Et donc, j'en reparlerai au cours de mon exposé. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pour montrer en fait l'évolution de la technologie dans le laboratoire. Alors, je vous montre le trombinoscope des chercheurs qui sont passés dans le laboratoire. Donc, du coup, vous imaginez bien que c'est impossible de montrer toutes les expériences qui ont été faites. Parce que chaque chercheur a fait des expériences d'un genre un peu différent, donc voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de décomposer en fait la vie du laboratoire en différentes périodes, en différentes ères géologiques. Vous connaissez ça. Et donc la première ère, je vais l'appeler l'ère de la tectonique des plaques. La deuxième ère, l'ère de la géomorphologie. L'ère des pressions fluides, l'ère de la subduction et l'ère de l'érosion et du transport de sédiments. Alors en fait, ces périodes qu'on a connues dans le laboratoire, ça correspond souvent à l'arrivée de jeunes étudiants qui lancent des nouvelles thématiques, enfin voilà. En parallèle, donc je vous ai dit qu'un des enjeux dans le laboratoire, ça a toujours été de mesurer le relief des expériences. Et en fait, je vais vous montrer un petit peu les différentes technologies qu'on a utilisées au cours du temps. Et à côté de ça, je vais aussi vous présenter, je suis ITA, donc je ne peux pas m'en empêcher, mais je vais vous présenter aussi l'évolution des moyens pour travailler. En fait, on est passé de la planche à dessin au logiciel de conception assistée par ordinateur. Et voilà, on a connu aussi l'arrivée des cartes Arduino qui permettent de faire des développements dans le laboratoire sur des petits capteurs. Et une grosse nouveauté, je dirais, dans la fabrication, ce sont les imprimantes 3D. Donc, je vais vous en reparler un petit peu plus après. Alors, je commence par la première période, tectonique des plaques, 1984-1997 à peu près. 1984, donc moi j'arrivais au labo. Et en fait, le premier dispositif expérimental que j'ai mis en place, c'est un dispositif qui servait pour la thèse de Philippe Davy. Donc c'est vous dire. Un jeune étudiant qui est resté en fait finalement à Géosciences Rennes.
Donc des manips de compression, d'extension, de cisaillement, il y en a un paquet, mais voilà, je peux faire une synthèse, c'était vraiment trop compliqué. Et il y a une des manips quand même qui a fait la renommée du laboratoire à Géosciences Rennes, c'est la collision Inde-Asie. Donc ce que je vous propose, c'est de vous passer un petit film, parce qu'en fait, ça va m'éviter de parler, déjà d'une part. Et ensuite, dans ce petit film, on voit la mise en place de l'expérience, et on voit le développement de l'expérience au cours du temps. Et ce petit film, quand même, il a l'avantage d'avoir été fait par les équipes de TF1, puisqu'on est passé au journal de 20h, voilà. Alors, on était déjà à l'époque, on était phénoménal. On était très phénoménal à l'époque. Donc pour le son, je m'en excuse d'avance, mais ça va être le son de mon PC. Ben là, c'est le PC qu'on m'a offert. C'est le continent asiatique tel qu'il était peu de temps après la naissance de la Terre. Le voici quelques milliers d'années plus tard. C'est Bourlé, c'est le Tibet et le sud-ouest de la Chine. Ce glissement, au centre, c'est la création d'une faille au cœur du continent asiatique. Ces failles en oblique sont celles qui existent aujourd'hui et dont on peut vérifier la présence sur les photos satellites. Preuve que cette maquette est une bonne représentation de la réalité. Enfin, voici ce que nous laissent présager les failles verticales qui barrent leurs petites sœurs obliques. L'Inde avance vers le nord et les territoires d'Asie centrale avancent avec l'Inde, mais en même temps, il y a une partie qui est poussée vers l'est, vers la Chine et vers l'océan Pacifique. Apparemment, tout est simple, même la fabrication de ces maquettes. Pour simuler les roches d'infusion à partir de 100 km de profondeur, du miel. Mais uniquement du miel de Hongrie, car lui seul a la viscosité adéquate. Au-dessus, en gris clair et en rose, divers types de silicone, bien représentatifs de notre sous-sol entre 15 et 100 km de profondeur. Enfin, le sable, du sable de Fontainebleau, très spécial, très rond, qui constitue une bonne analogie de la croûte terrestre. La forme du soit schématique, mais très caractéristique de la façon dont ici, l'Inde et l'Arabie compriment le continent asiatique. Sa vitesse est proportionnelle au temps. Grâce à ces maquettes, on sait désormais pour une région donnée quelles sont les failles les plus actives et pourquoi. Des renseignements capitaux pour les sismologues, mais aussi pour les géologues à la recherche du pétrole. Donc voilà, l'avantage, c'est que j'ai rien eu à dire, parce que tout est résumé dans le petit film. Les photos satellites spot, c'était, je crois, un travail d'Olivier d'Auteuil à l'époque, si je me rappelle bien. Ah, je ne l'ai pas cité. Bravo. Donc alors pour faire un petit peu d'historique, en fait, donc je vous disais que moi je suis arrivé en 84. En fait, on a eu Jean-Pierre Brun qui est arrivé en 1988 dans le laboratoire. Donc Jean-Pierre, c'était un ancien étudiant à Peter Cobold qui avait monté son laboratoire à Paris. Donc son retour à Rennes, on a décidé de mettre tout le matériel en commun et donc on a créé une grosse structure. Donc ça nous a valu un petit déménagement de la salle 224 ici au bâtiment 15 jusqu'au bâtiment 5 où on a maintenant à peu près 200 mètres carrés. Donc c'était un petit peu plus confort. À côté de ce laboratoire donc, qui s'est développé au cours du temps, on a aussi développé un atelier de mécanique. Alors ça fait peut-être un petit peu has-been l'atelier de mécanique. C'est vrai qu'il faudrait peut-être mieux l'appeler maintenant salle de prototype rapide. Non, bon. Et donc si vous voulez, c'était au départ pour pouvoir construire les dispositifs expérimentaux qui étaient dans le laboratoire. Donc on a eu la chance de pouvoir recruter Pascal Roland en 2005 et donc actuellement c'est Pascal qui s'occupe de cet atelier là. Et c'est, je pense maintenant qu'il travaille sans doute bien plus pour tous les labos de Géosciences Rennes que pour le laboratoire de modélisation. Pardon. Donc du coup, pour caractériser cette période là aussi, en fait, on a quelques étudiants qui sont passés dans le labo. On en parlait ce midi au cours du repas. Philippe Davy, Olivier Bourg, Olivier d'Auteuil, Erwan Allo, Pierre Gauthier, Thierry Nalpage, Nathan Cognier qui est venu faire des manips en 2007. J'ai peut-être oublié quelqu'un, je sais pas, mais voilà, c'est quand même beaucoup d'anciens du labo qui sont restés en fait à Géosciences Rennes. Période assez faste, parce qu'en fait on a obtenu dans le laboratoire plusieurs distinctions. Une médaille d'argent
2 médailles de bronze et un cristal du CNRS. Bravo à eux. Alors en 84 aussi, enfin c'était plus en 86 d'ailleurs, mais en 84 il y a eu la naissance de l'espace des sciences à Rennes. Et en fait à l'époque on avait Pierre Choucroune qui était directeur de l'unité et qui avait mis un point d'honneur à participer à toutes les actions de manifestation, de vulgarisation qu'il y avait au niveau de la région. Donc on a été les premiers à déplacer nos expériences et aller les faire, à l'époque c'était sur la dalle du Columbia, dans un petit local pas très confortable, mais on présentait ça au public rennais. Et ça, c'est une chose qui perdure dans le laboratoire, parce qu'on a fait encore récemment des travaux avec des lycées et des collèges de la région rennaise. Des travaux de vulgarisation. Donc voilà un petit peu pour la période tectonique des plaques. Donc je vais passer à la deuxième période, la période de géomorphologie. Alors 96-2007, la tectonique des plaques, on continue à en faire. La géomorphologie, voilà, on a développé pendant cette période-là, mais on continue encore à en faire. Donc ça correspondait à l'arrivée de 2 jeunes étudiants, Alain Crave et Dimitri Lag. C'est qui, ouais. Et donc du coup, l'idée c'était de mettre en place un dispositif qui permettait de faire de la pluie dans le laboratoire. Et donc pour vous dire, entre le début et la fin, le modèle que vous avez là, enfin qui est d'ailleurs pas tout à fait fini, mais 3 ans de développement à peu près. Donc les premiers modèles, il a été fait avec Dimitri Lag qui était venu en faire son stage de fin d'études, il me semble, et qui avait utilisé des buses Gardena pour projeter de l'eau sur les modèles. Ça marchait très bien, enfin ça montrait la faisabilité de la chose. Le problème c'est que de temps en temps il y avait une goutte d'eau qui tombait de la buse et qui nous faisait un cratère à l'échelle du modèle. Bon, c'était inexploitable quoi. Donc voilà. Ensuite, on a utilisé les buses qui sont utilisées dans les serres agricoles pour arroser les tomates, salades, des choses comme ça. Ça marchait pas si mal que ça, sauf que dans ces buses-là, il y avait un filtre, rappelle-toi Alain, et ce filtre, en fait, il avait la fâcheuse tendance à se boucher au cours du temps. C'est-à-dire qu'entre notre première expérience et la dernière expérience d'une série de manips, en fait, la quantité d'eau qui tombait sur le modèle n'était pas comparable et fiable. Donc on est passé à un nouveau dispositif pour projeter de l'eau sur les modèles. On a utilisé les buses qui sont généralement utilisées par les pompiers. Donc elles ont l'avantage d'être fabriquées en série, d'être calibrées, et voilà, il suffisait de les brancher, et en fait on avait de la pluie qui était homogène, et voilà. Donc on a réussi à faire un système, donc une enceinte qui est fermée ici avec des volets, à droite à gauche et tout autour, histoire de ne pas en mettre partout dans le laboratoire. Et une fois que la pluie tombait sur le modèle, eh ben, il ne nous restait plus qu'à faire plusieurs séries d'expériences. Donc entre le début et la fin, 3 ans quand même de mise au point, pour montrer que ce n'est pas toujours simple. Donc après, il ne nous restait plus qu'à faire des modèles. Alors des modèles, en fait, on en a fait dans le cadre de la thèse de Stéphane Bonnet, Alain Crave peut-être aussi, alors je ne sais plus. Non, c'était pas dans l'expérimental à Citaison. Non, je sais plus. Bref, toujours est-il que donc vous avez ici toujours la conception du modèle. En fait, l'idée c'était d'avoir un fond de base du modèle qui faisait de la drift, qui amenait de la matière en surface. Au-dessus, on est érodé avec la pluie et on regardait le relief qui apparaissait. Donc ce dispositif-là, en fait, vous le voyez avec un certain angle. En fait, l'angle pouvait varier au cours du temps. C'est pour ça qu'on voit toute une série de trous. Et donc on a fait plusieurs manips avec des angles différents, des débits différents, des arrivées de drift différentes. Enfin voilà, on s'est amusé pendant pas mal d'années. Enfin au moins pendant la thèse de Stéphane Bonnet. Et évidemment, chaque variation d'angle, chaque variation de résultat donnait discussion à des débats scientifiques assez engagés des fois. Donc je vous montre. Alors je vous montre un seul. Une seule petite vidéo de la manip en cours. Donc en fait, dans cette manip, en fait, donc elle est inclinée, on apporte de la matière et on vient éroder en surface. Et vous voyez donc le trait de crête qui se déplace au cours de l'expérience. Dans ce cas ici, on laisse tous les sédiments, enfin tout ce qui est érodé, on le laisse tomber par terre, on s'en occupe pas. Donc ça a été un premier style de manip qu'on a fait avec ce dispositif expérimental. Alors l'enjeu... ce dont je vous parlais au début, c'est l'enjeu chez nous, ça a été le relief, de quantifier le relief, et on est passé par plusieurs phases en fait. La première, c'est qu'on avait mis au point un système qui comportait plusieurs lasers, donc c'est ce qu'on utilise pour mesurer maintenant, enfin voilà, dans les pièces pour faire de la tapisserie ou du sol, enfin etc.
L'inconvénient de ce système-là, c'était que c'était une acquisition filaire, donc en fait il fallait reconstituer ensuite toute la surface en 3 dimensions. Et donc c'était très très long. C'est-à-dire que le modèle pouvait avoir évolué entre l'acquisition du premier fil et l'acquisition du dernier fil. Donc ensuite on a acheté un dispositif de photo stéréo qui était vendu dans le commerce et qui nous a permis, à partir de patchs qu'on faisait autour de l'expérience, ça nous permettait de reconstituer le relief et donc d'avoir des résultats qui étaient du coup exploitables scientifiquement. Donc c'est les 2 premiers exemples de l'acquisition du relief dans le laboratoire. Donc je vous ai dit, on a refait des manips d'un genre différent. En fait, vous avez ici donc le dispositif tel qu'il doit fonctionner. L'idée, c'était de regarder l'influence de la sédimentation en piment. Donc dans cette partie, en fait, on avait pareil la matière qui arrivait à la surface, l'érosion qui se créait à la surface, et donc on regardait comment les sédiments allaient se déposer et jusqu'où ils allaient se déposer. Donc ça, c'était la thèse de Julien Babot, il me semble, sous la direction de Stéphane Bonnet et Jean Van Dendrich, si je ne me trompe pas. Donc tout ça, ça a donné lieu à thèse, papier, enfin voilà. Donc ça a permis de faire connaître la géomorphologie dans le laboratoire de modélisation. Ce dispositif, en fait, il n'existe plus dans le laboratoire. En fait, on l'a laissé partir avec quelques pleurs dans le laboratoire de Stéphane Bonnet qui est installé à Toulouse. Donc ça sert toujours, cette thématique est toujours développée. Mais si l'envie vous prend de faire des manips de ce genre-là, il faudra aller à Toulouse. Et elle fonctionne encore à Toulouse. Et elle fonctionne encore à Toulouse, ouais. Alors à côté de ça, on a quand même développé un dispositif un petit peu différent, qui lui existe toujours dans le laboratoire, qui lui fonctionne toujours, qui va fonctionner au mois de novembre, parce que Ed va revenir faire des manips. Donc ce dispositif, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un chenal, qu'on peut incliner, qu'on peut élargir, qu'on peut agrandir, enfin voilà. Donc là vous avez la réalisation faite dans le laboratoire, et ici vous avez un des exemples des manips qui sont faites. Donc l'idée c'est de comprendre et d'observer l'évolution de la forme des rivières. Donc ça a donné lieu aussi à plusieurs travaux dans le laboratoire, et c'est aussi du coup pour moi l'occasion de vous dire qu'en fait dans le laboratoire on a des gens de Géosciences Rennes qui viennent faire des manips, mais on accueille aussi beaucoup de personnes qui viennent de laboratoires étrangers ou ailleurs en France. Donc voilà un petit peu. Donc ça c'était pour... alors sur cette manip-là, toujours le fil rouge du relief, en fait on a utilisé une technique qui était la technique du moiré. C'est-à-dire qu'on projetait sur le modèle des franges qui sont des lignes qui sont parfaitement horizontales, et en fait quand le relief se déforme, en fait on a les franges qui se déforment. Donc ça fonctionnait plutôt pas mal puisqu'on avait des résultats, enfin des mesures qui étaient assez précises. L'inconvénient de ce modèle, c'est qu'en fait il fallait calibrer l'acquisition avant de lancer les expériences. Donc c'était un petit peu long, un petit peu fastidieux aussi. Mais par contre ça a donné lieu à des résultats qui ont pu être publiés. Alors 2003-2013, on a connu une pression, ce qu'on va appeler la période pression fluide. En fait, c'était la compréhension des interactions fluide-roche. Donc tout cet aspect-là, je suis moins à l'aise pour vous en parler parce qu'en fait, Pete Cobold avait créé un petit côté confidentiel parce qu'on travaillait avec les sociétés pétrolières. Donc moi, je m'en suis pas beaucoup occupé. En revanche, Jean-Pierre Caudal, que certains d'entre vous ont connu dans le laboratoire, était au laboratoire pendant cette période-là, et c'est lui qui a développé donc le dispositif qui est présenté ici, qui permet donc avec des surpressions à la base du modèle, voilà, d'essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de la fracturation hydraulique. Dispositif expérimental qui a donné naissance quand même à 3 thèses, celle de Régis Mourgue, celle de Nuno Rodriguez et celle de Alain Zanella, avec qui on travaille encore. Donc ce dispositif, il existe encore dans le laboratoire, mais il n'a pas servi depuis très longtemps. Donc voilà. Ceci étant dit, toute cette thématique de recherche, en fait, elle a été développée à l'université du Maine, en fait, avec Régis et Alain Zanella qui travaillent dans cette université-là. En préparant ma petite présentation, je me suis rendu compte que j'avais oublié des manips assez importantes, mais c'est parce que je n'ai pas retrouvé les photos des dispositifs expérimentaux. Des manips qui ont été faites avec Olivier Galland et Erwan Allo.
et qui traitait en fait de l'interaction mécanique entre la tectonique compressive et le magmatisme. Donc je suis désolé, je me suis rendu compte de ça ce matin, donc je mets la petite ligne pour me rattraper, mais j'ai pas de photo. Voilà. Désolé. Donc 2014-2019, la période subduction. Donc en préparant le speech aussi, en fait, je me suis rendu compte, la mémoire travaille et puis on se rappelle de ce qui s'est passé. Et en fait, les premières subductions, on les a faites au laboratoire. D'ailleurs, Thierry m'a rafraîchi aussi la mémoire hier ou avant-hier. Et en fait, on s'est rappelé qu'en fait, les premières manips de subduction ont été faites au laboratoire de modélisation ici à Rennes en 1994 avec Claudio Facchella. Donc Claudio, il a quitté le labo, il a monté son labo à Rome, il a pris des jeunes étudiants chez lui, et entre autres, il a embauché Benjamin Guillaume, qui a fait un postdoc à Rome. Et Benjamin est revenu chez nous ici en 2014, si je ne me suis pas trompé. 2012. Ah, ça remonte encore un peu plus. Et ben Benjamin est arrivé en 2012 et on a remis en place donc les dispositifs un dispositif pour faire des manips de subduction. Donc je dirais que la boucle est bouclée, on forme des étudiants, ils créent leur labo, on reforme les étudiants et on récupère les étudiants. Ce qui est plutôt pas mal. Donc le principe donc, de cette manip-là, qui a une particularité, elle a été faite pendant la période Covid 2019, qu'on l'a mise au point, enfin tout début 2019. En fait, tout le montage a été fait par une imprimante 3D que j'avais amenée chez moi dans mon garage. Donc tout le montage des chariots, des poulies, tout ça, ça a été fait à la maison. Le principe, c'est que donc, dans cette boîte là, qui fait à peu près 1 mètre par 1 mètre, on a un demi-fond, en fait, on va dire, voilà. Le sirop de glucose, il vient jusqu'ici, ici vous avez un demi-fond. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a un piston dans la partie basse qu'on va développer par un système de poulie, enfin qu'on va déplacer par un système de poulie, et on va donc créer un mouvement de convection à l'intérieur du modèle. Ensuite, il suffit de poser les couches de silicone dessus et de s'amuser pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est fait, c'est le travail de l'amusement, c'est le travail de Benjamin Guillaume, Thomas Geoffrey. Toujours pour vous montrer qu'on est ouvert à des collaborations extérieures. Tania Abel, Anne Repluma, qui est de Grenoble, je crois, et Laurent Husson, Grenoble aussi. Donc voilà. Et qui a été à Rennes aussi. Donc je vous montre rapidement les résultats. Donc voilà, ici vous voyez les vues de surface, les vues de côté. Donc en fait, les plaques de silicone vont se rencontrer, l'une vers l'autre, et donc on va avoir une subduction qui va se passer. Donc vous voyez ici la plaque en fait qui est en train de plonger à l'intérieur du modèle. Et donc voilà. Donc l'idée c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de la subduction. Tout ce qui est plutôt géologique, c'est Benjamin qui pourrait en parler, parce que moi voilà. Hop. Pourquoi je suis bloqué là ? Hop. Voilà. Donc on change d'époque, nouvelle ère géologique dans le laboratoire, tout ce qui est érosion, transport de sédiments, on se rapproche de la fin. Donc ça correspond à l'arrivée de Laure Guérit et de Marion Fournereau. Et elles ont travaillé sur un programme qui a été initié par Philippe Ster et Dimitri Lac, si je ne me trompe pas. L'idée, c'était de comprendre un petit peu le rôle de la fracturation sur les modes d'érosion dans les rivières. Donc le montage, il est assez simple en fait. C'est simplement un tube transparent. Dans ce tube transparent, on va placer de l'eau, des galets et un fond qui va être un fond fabriqué à partir de béton. La particularité de ce fond, c'est qu'on va créer à l'intérieur des failles. Ces failles sont créées à partir d'une imprimante 3D, donc ça a été aussi un petit peu une bonne année de mise au point pour pouvoir créer ce réseau de failles, parce qu'on avait des problèmes d'accrochage sur les plateaux des imprimantes. Et donc, l'idée, en fait, c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe quand on met le système en route, et que les galets vont se promener dans le modèle. L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui va se passer au niveau de la plaque de béton, savoir qu'est-ce qui va se passer en termes d'arrachement des blocs, qu'est-ce qui va se passer en termes d'abrasion, voilà. Enfin, le principe général, il est là. Et donc, pour ce faire, c'est toujours pareil, on est obligé de quantifier ce qui se passe. Et donc, l'idée, c'est qu'on a dédié, du coup, à un système de photo stéréo,
pour cette expérience-là. Et donc ici, vous avez une évolution de la topographie sur deux modèles différents, deux réseaux de failles qui sont un petit peu différents. Et on voit bien qu'à des temps de manip au même temps de manip, on ne va pas avoir le même résultat, puisque dans une manip qui a un réseau de failles un petit peu plus grand, en fait, on va avoir du plugging qui est beaucoup plus important. Les images en bas, c'est des mesures de la topographie. Alors, c'est des mesures de la topographie qui sont faites avec le système de photo stéréo. On a, dans le laboratoire, on a plusieurs systèmes comme ça maintenant. 4 appareils photo qui sont au-dessus du modèle et qui viennent prendre des photos systématiquement. D'où le relief rendu une fois que ça a été traité. Donc ça prend un petit peu de temps, mais ça permet d'avoir le relief de la manip. Et on continue à travailler dans le laboratoire, 2023, transport de sédiments. En fait, là, je vous présente ce qu'on va mettre en place dans les semaines et les mois à venir. C'est une manip qui servira à Laure Guérit. En fait, l'idée, c'est de, au lieu d'avoir un seul chenal, on va avoir plusieurs chenals. On va apporter dans ce chenal de l'eau et des sédiments, enfin du sable en l'occurrence. Et on va essayer de comprendre comment ça se dépose et où ça se dépose. Les longueurs de transport et les choses comme ça. Donc ce dispositif expérimental-là, ne venez pas au laboratoire, il est en carton pour l'instant. La pression 3D, elle sera faite à l'IPR. Alors j'ai un petit modèle qui doit être dans mon sac que je peux vous faire passer si vous voulez. Hop, là j'ai oublié de le sortir tout à l'heure. Oh bah je sais pas où il est. Donc l'idée c'est qu'on va le construire sur des imprimantes 3D parties en volet disparu pendant le repas. En fait, l'idée, c'est qu'on va le construire donc à l'IPR avec des imprimantes 3D qui sont vraiment volumineuses, parce que ça fait 1 mètre de longueur, 60 cm de large, et il faut à peu près 8 jours pour l'imprimer. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Et pour vous montrer que c'est vraiment en développement, en fait, la façon d'apporter le sable et de quantifier. Donc en fait, on a créé un petit dispositif. Alors c'est vraiment de la période de test. Vous voyez encore les serre-joints, vous voyez les fils qui sont, la carte Arduino qui est ici derrière. L'idée, c'est qu'on va, à l'aide d'un petit moteur, faire tourner un tambour qui est ici. Et le tambour, en fait, va apporter les sédiments de façon régulée sur le modèle. Donc on est en train de mettre ça en place, c'est vraiment une période de test et je pense que Laure vous en parlera peut-être un petit peu plus demain après-midi. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour du laboratoire, donc des différentes aires géologiques qu'il y a eu dans le laboratoire. J'ai essayé de vous montrer un petit peu les évolutions, enfin ce qu'on a testé, et voilà, pour vous montrer que ça évolue tout le temps au cours du temps. On est passé donc du laser filaire au système de gomme acheté dans le commerce, système de moiré qui était un peu développé de façon artisanale aussi dans le laboratoire. On a aussi utilisé le LIDAR pendant un moment qui avait l'avantage de mesurer les épaisseurs d'eau dans les modèles de HED. On a repassé à la photo stéréo qu'on utilise beaucoup. Et là, on vient d'acheter dernièrement, j'en ai pas parlé, mais sur les dernières manips, on vient d'acheter un scanner 3D qui, lui, a l'avantage de numériser les topographies en direct. C'est-à-dire que pendant qu'on numérise, on voit l'affichage qui se fait à l'écran. Donc c'est un confort, voilà, parce qu'on est sûr de ne pas oublier aucune région du modèle. Enfin, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Alors oui, j'ai pas parlé un petit peu des évolutions, enfin j'en ai parlé un petit peu au début, mais des évolutions des imprimantes 3D qui nous ont permis dans le laboratoire de faire la manip que je vous ai présentée tout à l'heure, de la manip de subduction de Benjamin. Mais on a aussi fait des petits dispositifs pour Pierrick Gros-Perche, entre autres, pour des porteurs d'échantillons pour mettre dans l'appareil de mesure. On a aussi fait des modèles 3D de terrain qui servent dans l'enseignement. Enfin voilà, ça a vraiment permis une ouverture sur des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, enfin voilà, qui étaient vraiment techniquement difficiles à faire précédemment. Il me reste juste à faire une petite. Alors c'est en fait ce que j'ai voulu vous montrer aussi au cours du temps, en fait, l'évolution des technologies, en fait, et je pense que nous, notre rôle d'ITA, du coup, parce que voilà, je représente un peu les ITA de la maison, mais notre rôle d'ITA, c'est de suivre ces évolutions technologiques, de vous proposer en fait des évolutions techniques de façon à ce que la recherche puisse être de bonne qualité, on va dire. Et donc ce que je voulais dire, en fait, on voit aussi qu'il y a naturellement une évolution qui fait que on est en train de créer un GeoFab Lab. Donc je vous présente, je ne sais pas si Philippe en parlera peut-être un petit peu après, demain, je ne sais pas trop. Mais enfin bon, toujours est-il que les travaux sont commencés. Le GeoFab Lab sera livré en septembre 2023.
Et donc l'idée, c'est que de façon assez naturelle, on arrive à un partage finalement de la partie technologique développée par les ingénieurs, les techniciens de la maison et aussi par les chercheurs, et on met à cheval un peu avec le monde de la recherche, le monde des étudiants, enfin voilà. Donc j'espère que c'est un dispositif qui servira à tout le monde et qui sera apprécié. Donc pour finir, je vais remercier d'abord les gens qui m'ont aidé, Benjamin, Pierre, Thierry, Marion, Laure, qui m'ont donné leurs documents, parce qu'en fait le problème c'est de trouver les documents souvent, les photos. Donc je voulais les remercier. Donc 30 ans de vie au laboratoire, 30 ans d'épanouissement personnel, 30 ans de bonheur partagé. Dans le laboratoire, en dehors du laboratoire des fois. J'ai pas parlé non plus, mais c'est une activité qu'on a fait quand même souvent, on fait un petit peu moins maintenant, mais c'est tout ce qui est installation de capteurs sur le terrain. Voilà, bon, c'est un peu une partie cachée, mais qui existe quand même au sein du laboratoire. Et voilà, en ce qui me concerne, c'est l'occasion pour moi de remercier les gens avec qui j'ai travaillé au cours du temps pour leur bienveillance à mon égard. Et puis aussi de vous dire que c'était 30 ans à Géosciences, 30 ans au laboratoire et 30 ans de bonheur. Merci de votre attention. On n'a pas changé, hein. C'est qui Ouais. Si. Ah ouais, c'est Arwenalo. Je vous parle de ça. Alors la science en fait, hein, on était vraiment présents. Les premières manips la première manip qu'on avait fait à la science en fait de vulgarisation, en fait ça a marché super bien. On était super contents. On est rentré au labo, on s'est dit on va faire le même dispositif expérimental. Et en fait ça n'a jamais, 5 minutes avant de marcher. On n'a jamais trop compris pourquoi, mais voilà, comme quoi des fois. Ouais. Et sinon, là aussi, alors c'est un peu petit, mais la joie et le bonheur quand on est en train de nettoyer les manips de subduction et qu'on a les mains dans le sirop. Mais ils ont le sourire hein, quand même. Enfin, il y a le casque, le masque. Voilà. Merci Jean-Jacques. Merci. Bravo. Ce qui m'attend l'année prochaine, quand je serai à la retraite. Le potager. Le potager. Question Jean-Jacques quand même, parce que du coup tu es la mémoire de l'évolution de la science ici, quoi. Au labo, ouais. Tu vois, j'ai mis un technique ministérien. Ouais. Toi, est-ce que tu es toujours optimiste sur le fait qu'un laboratoire de modélisation analogique, vu tout ce que tu as vu, traversé, ça sert encore, ça va servir. Alors, ouais, le chef de cuisine que tu es, comment tu vois les quelques années qui viennent? Oh, c'est toujours difficile hein, de se projeter comme ça, mais non, mais en fait, dans le labo, on a connu des périodes, voilà, la subduction, enfin tout ce qui était tectonique des plaques, c'était une grande époque, et puis après, c'est retombé un petit peu parce que, voilà, on a fait des manips, les chercheurs sont en train de publier, et du coup, on travaille un petit peu moins dans le labo, donc l'activité allait un petit peu moins. Puis on relance une nouvelle thématique, la géomorphologie, on repart à bloc, et puis après, et puis voilà, et puis on a la subduction qui est arrivée, il y a encore plein de manips à faire, hein, je pense, et tout ce qui est transport de sédiments, on est en train de le lancer, le bâti n'est même pas mis en place, mais je pense que oui, il y aura forcément des choses à faire et ouais, je reste assez optimiste pour l'analogique. Et il y a toujours eu, je pense que les chercheurs qui travaillent dans le laboratoire ont toujours cette façon de faire, je dirais le petit triangle laboratoire, terrain et modèle numérique. Et en fait, on voit bien que les gens, dans le laboratoire, tous les gens qui font de l'analogique font aussi du numérique et voilà, ils sont aussi des spécialistes, vont sur le terrain. Donc je pense que oui, ça Show must go on. Show must go on. No problème. Est-ce que d'autres personnes ont éventuellement une question pour Jean-Jacques?
Merci, moi j'ai une question. Qu'est-ce que ça fait que tout ce miel là en fait? Alors le miel non, il a été jeté, enfin voilà, c'est parti à l'évier. Le sirop de glucose, on vient de le faire reprendre par les services déchets de la fac. Très compliqué, ça va passer dans les peintures apparemment, enfin bon. On va voir, on espère qu'ils ne vont pas nous les ramener. Et par contre, il nous reste des barils de silicone depuis le début du laboratoire. Il en reste sûrement une vingtaine, enfin une bonne dizaine, allez, sûre, de à peu près 150-200 kg. Et trop chargé en sable. Trop chargé en sable, voilà. Alors, en fait, ceci étant dit, on pourrait attendre, hein, parce que le sable est en train de décanter. Et donc, on peut récupérer les parties superficielles et relancer des cycles de manip, mais bon, c'est pas moi qui le ferai. C'est avec plaisir que je l'aurais fait, mais il me reste plus qu'un an et j'ai la manip de l'or à monter et ça va, je vais taper au taquet. Donc voilà. Ok. Merci. Ah bah non.